Et bonsoir à tous, bonsoir. Alors je sais pas s'il va y avoir du monde ce soir, je suis désolé, nous allons faire une émission un peu surprise, un peu sur le fait, euh, concernant la chasse et concernant la commission des lois et des affaires économiques à propos de la sécurité à la chasse. Pourquoi cette émission ? Je fais cette émission rapidement parce que déjà on va avoir beaucoup d'informations vendredi, donc le live de vendredi soir n'est pas du tout annulé, vous inquiétez pas. Et surtout, voilà, on a beaucoup d'informations, des informations importantes qu'il nous faut traiter de façon approfondie. Je ne souhaite pas qu'on survole les informations, surtout certaines qui sont vraiment, encore une fois, très importantes. Et celle-ci d'aujourd'hui, là que je vais traiter là ce soir avec vous, est tout aussi importante et ça peut donner lieu justement à des réflexions sur la pensée libertarienne. Donc, je souhaitais la faire ce soir parce que vendredi soir, on n'aura pas le temps de tout faire. Voilà, c'est juste impossible. Surtout que je vais prendre le temps de diffuser des extraits de la commission, comme ça vous allez pouvoir voir aussi comment ça se passe. J'en ai vu déjà plusieurs. Voilà, certains peut-être n'ont pas vu comment ça se passait les commissions des lois, etc. Et en même temps, ça va être très intéressant et surtout extrêmement marrant d'entendre les intervenants. Parce qu'ils sont des stéréotypes à eux seuls. Voilà. Donc j'espère que vous allez écouter attentivement certains passages que je vais vous mettre. Ça va être très intéressant. Alors, j'ai noté 27 minutes. Tac. Oui, on va juste passer vite fait, vous allez voir. On va passer vite fait sur lui. Pour vous donner un peu le genre de personnes qu'il y a à la commission. Le sujet aussi du jour, c'est un accroissement de cette part de licenciés qui pratiquent la course à pied et une tendance de plus en plus forte pour les pratiques de course en milieu naturel, qu'on appelle nous trail ou course en montagne, avec une recherche de liberté à travers des entraînements particuliers et encadrés au sein des clubs, mais aussi une grande partie de pratiquants qui sont autonomes. Aujourd'hui, quand on compare, c'est 100 000 licenciés qui pratiquent la course à pied. C'est à côté, et qui sont dans les clubs, qui sont licenciés en club, c'est à côté de ça des millions de pratiquants qui sont autonomes en dehors des structures fédérales. Et puis, donc des millions, alors 10 à 12 millions qui pratiquent même occasionnellement, et puis 3 à 4 millions qui mettent un dossard, qui participent à une course chaque année, de pratiquants autonomes en cette recherche permanente de liberté, de parcours de plus en plus sauvages, nature, parfois isolés ou techniques. C'est une vraie tendance de fond et qui se renforce à travers les chiffres qu'on peut avoir. Donc, juste une chose là en fait. On parle d'une commission sur la chasse. Le mec, il est en train de faire une dissertation sur sa passion, sur son loisir. Est-ce que ça serait passé comme ça aussi s'il y avait eu un chasseur qui allait nous faire une dissertation de plusieurs minutes sur comment évider un cerf? Je sais pas moi, enfin juste ça déjà. Et comme tu le dis Udia que j'allais venir dessus, voilà, la liberté d'aller et venir sur les territoires de plus en plus sauvages et machin et blablabla, blablabla. Voilà. Vous allez voir, enfin vous allez pas forcément voir parce que je vais pas vous passer toute la vidéo, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi, oh là, Villon. Je vais pas passer non plus 3 heures de vidéo, c'est pas possible, c'est pas intéressant, vous allez vous endormir. Voilà, j'ai failli m'endormir aussi à certains passages. Mais je vais vous passer certains extraits, c'est vraiment du... Ah, c'est magnifique, c'est épicé. Mais oui, donc là vous avez le stéréotype. Désolé hein, pour ceux qui sont un peu dans cette catégorie-là, on va dire. Et oui, je vais essentialiser un tout petit peu les gens parce que c'est quand même drôle. Alors je ne sais plus son nom, c'est marqué là. Adrien Tarenne. Adrien Tarenne. Il a physiquement, vocalement,
en termes d'attitude, de vocabulaire, il est clairement dans le stéréotype du citadin. Voilà. Du citadin qui va de temps en temps dans les forêts périurbaines pour faire son petit footing, et ça le dérange de voir des voitures de chasseurs sur le bas-côté et de se dire mince, je peux pas rentrer dans cette forêt pour faire mon petit footing de cuck. En gros, c'est ça. Oui, parce que là, du coup, je suis tout seul sur le live, donc vous inquiétez pas, je vais y aller. Alors en x2, le problème en fait, c'est que t'as pas l'avance rapide sur le site du Sénat. J'ai téléchargé la vidéo, mais je n'arrive pas à partager l'écran à partir de VLC sur le stream. Donc du coup, je peux pas le faire. C'est pas possible. Et non, je vais pas vous passer toute la vidéo de la commission, même en x2, ça va vous faire 1h30 de vidéo. Moi, pendant ce temps, je fais quoi, tu vois? C'est pas possible. Puis bon, c'est pas intéressant en fait. Enfin, si, la commission est intéressante, mais la présentation des différentes personnes qui vont passer, c'est clairement pas intéressant. Toutes ne sont pas intéressantes. En plus de ça, vous avez des fois en fait des associations. Il y a 2 associations comme ça, je crois. L'AOSP, je crois que c'est un truc comme ça, et MBF, donc c'est Mountain Bike Fédération, un truc comme ça, qui sont représentés par 2 personnes. Chaque association représentée par 2 personnes. Pourquoi? Enfin, je sais pas, le mec il était pas assez grand pour venir avec ses papiers et puis faire son speech. Non, il faut 2 personnes en fait pour faire ça. C'est incompréhensible, mais vous n'avez pas de chasseur. Voilà. Vous avez 2 fois les mecs comme ça. Mais tu vas voir, Lydia, que ça va être très drôle ce qui va se passer. Bon, bref, je passe. Ça, c'était vraiment pour vous montrer en fait le stéréotype. Vous avez ensuite 2 vieilles. Donc ça, c'est pour les randonneurs, les marcheurs pédestres, les petites promenades forestières. Qui vont vous parler des itinéraires, etc., machin, bidule. Bon, elle parle quand même du fait qu'on arrive à se parler entre nous, et quand on se parle, il y a du respect, on arrive à trouver des terrains d'entente, et machin, et gna gna, même si ça reste encore compliqué, blablabla, blablabla. Voilà. C'est pas forcément intéressant de passer sur elle, notamment. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, tous les goûts sont dans la nature. Mais passer sur leur intervention, c'est pas forcément intéressant. Donc, je vais passer directement à Yannick Valençan. Alors, je ne sais plus de quelle association il est, mais bref, vous allez voir, c'est du caviar. Moi, je suis Yannick Valençan, vice-président de l'APSO que vient de présenter Françoise Gendarme, également président du syndicat interprofessionnel de la montagne, qui regroupe tout un tas d'éducateurs sportifs, guides de haute montagne, accompagnateurs en montagne. Voilà, c'est l'APSO. Donc, pour l'APSO, vous avez 2 intervenants quand même. Pour l'APSO. Enfin, je sais pas, enfin... Pourquoi? Et donc, l'APSO, oui, c'est une association apparemment qui regroupe des professionnels de la montagne. Donc des guides, des moniteurs, etc. etc. Voilà. Et juste pour cette catégorie-là de personnes, pour ce genre d'association, vous avez 2 intervenants. Enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Etc. Tous les moniteurs variés des sports de pleine nature et d'aventure. Alors, je vais pas représenter l'association, juste peut-être une réflexion peut-être introductive. Je pense qu'il faut se garder dans cette réunion des propos trop lénifiants. Il y a un vrai problème de société avec la cohabitation dans les espaces naturels. Il y a un problème d'acceptabilité sociale aujourd'hui de pratiques comme la chasse, parce que... Alors, moi, espace naturel, je ne sais pas ce que c'est. Déjà. Si vous regardez toute la vidéo, si vous regardez toutes les présentations, vous allez remarquer une chose, c'est que tous les intervenants, même la présidente, même ceux qui vont questionner les intervenants, tous mythifient la nature. Gaïa, voilà, c'est la nature, les usagers de la nature. Alors, non, en France, tous vos paysages, c'est l'homme. Voilà.
arrêtez de mythifier comme ça, de vous créer un narratif ultra enfantin de cette vision de la nature. Voilà. Vous avez la nature comme ça qui est magique, qui est magnifique, qui est belle, qui est luxuriante, et les petits animaux, il faut pas leur faire peur, et machin, et gna gna. Non, mais chut, juste tais-toi en fait. Juste tais-toi. Rien que par le fait que t'escalades des putains de montagnes, que tu fasses du ski, que tu te balades en VTT en pleine forêt, tu détruis ton espace naturel. Tu déranges les petits animaux, tout mignons. Tu les emmerdes. Tu fous de l'odeur partout, tu fous des traces partout. Certains même VTTistes utilisent des... alors je sais plus comment ça s'appelle le terme exact, mais utilisent des chemins sauvages, des chemins d'animaux en fait. Et ça perturbe l'animal. Ils y pensent à ça. Non mais parce que je veux bien qu'on tape sur les chasseurs, mais ils y pensent à eux, ce qu'ils sont en train de faire dans la nature. Ne serait-ce que marcher dans une putain de forêt, l'impact que ça peut avoir. Enfin voilà, c'est juste ça. Vraiment, voilà, le fantasme d'urbain, c'est tout à fait ça. Le fantasme d'urbain de la nature. C'est une dégueulasserie, ça. Espace naturel, c'est un lieu géographique où il y a des organismes qui touchent des subventions pour y faire attention. Elle est splendide, celle-là. Faut qu'on la note sur Il l'a dit en live. Même si c'est du commentaire chat, faut quand même le noter. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux... À nouveau, hein, ceux qui sont sur Twitch, là, qui sont en train de me regarder actuellement, en train de dire mes conneries, n'hésitez pas à vous créer un compte sur Twitch et à chatter avec nous. Et encore une fois, n'hésitez pas à participer à la libre antenne. Je vous envoie, parce que je suis tout seul, je vous envoie un lien Skype. Voilà, pas besoin de vidéo si vous ne souhaitez pas montrer votre figure. Juste la voix suffira. Bref, on va continuer avec ce personnage qui fait à la fois très mielleux et très antipathique. Voilà. Je pense que c'est le meilleur personnage de cette commission. On a tendance, j'ai l'impression, notamment dans cette convention, dans le Gard qu'on nous a présenté, à classer finalement la chasse comme une activité comme les autres et à renvoyer dos à dos les différents pratiquants en disant écoutez, vous devez vous entendre entre vous, etc. etc. Mais il y a quand même un statut particulier de la chasse, une réalité particulière qu'il ne faut pas nier. C'est la seule discipline, c'est la seule activité qui met en danger les autres usagers de la nature. Nous, on fait de la montagne, moi je suis guide de haute montagne, je vais prendre des risques pour moi-même, éventuellement pour mes clients, mais je ne mets en danger que moi-même. Vous êtes chasseur. Vous avez entendu. Outre le bruit dans la cuisine, vous avez entendu ce qu'il a dit quand même là. C'est fabuleux. Les chasseurs sont les seuls usagers à mettre en danger d'autres usagers. Voilà, parce que vous comprenez, ceux qui font de la randonnée, ceux qui font du VTT, ceux qui font de l'équitation. Bon après, le mec de la fédération d'équitation, ça va, il a tenu quand même un discours assez équilibré, donc ça va. Et il a reconnu que les chevaux, ça peut être dangereux aussi. Hein. Mais en gros, tous les autres usagers, autres que les chasseurs, aucun danger, à part pour eux-mêmes, voilà, mais aucun danger. Ah bon? On en parle des mecs qui font du quad en forêt. On en parle des mecs qui font de la... comment ça s'appelle? De la motocross. En forêt, en montagne, dans les champs, etc. Dans les prairies, un peu partout. On en parle de ces gens-là. Voilà, enfin, à un moment donné, stop, quoi. Stop. Ou par exemple, pour l'équitation. Hein, je vais faire comme eux. Parce qu'apparemment, pendant une commission des lois, nous sommes autorisés à utiliser des exemples personnels, des témoignages personnels. Commission des lois. Exemple personnel, je sais pas, c'est pas un peu bizarre quand même? Non? Bon, bref. Moi, je balade mon chien tout le temps en forêt, mais c'est une forêt qui appartient à la commune. C'est un domaine anciennement militaire, etc. Je me balade que là. Il y a une forêt à côté où il y a des chasseurs. Je ne vais pas à côté. Je reste dans le lieu où je sais que je n'ai pas de risque, à la fois pour moi et pour mon chien.
vous avez des gens qui font de l'équitation. Voilà, qui font du dada. Pof, ils se promènent. Et puis leur cheval, il chie partout. Bon, c'est normal, c'est un cheval, il va pas se retenir, quoi, tu vois. Mais tu crois pas qu'ils peuvent revenir, en fait, pour juste enlever leur merde des sentiers? Non. Alors ok, je suis pas en danger de mort. Mais ça m'emmerde. Mais vous allez voir, en fait, petit à petit, je vais en venir vraiment à un point libertarien très important. Mais d'abord, on va regarder les extraits, on va continuer d'avancer un peu là-dedans. Et après, on va en venir vraiment du point de vue libertarien, de la propriété et tout. Comment tout ça, ça peut se régler très facilement, en fait. Voilà. Les guides de haute montagne que je connaissais rangeaient leurs pistolets et crampons en septembre, puis partaient chasser au début de l'automne. J'ai croisé des gitans qui fumaient. Ils avaient 7 ans à tout casser. Vite, maman État interdit la clope au moins de 16 ans. Non, faut leur faire un tour d'hélico. T'as pas compris, Udiac. Toujours cette division en deux entre méchants et gentils, tout à fait. Et les routes qui emmerdent les traversées d'animaux. Mais tout à fait. Tout à fait. Bref, on va continuer. C'est pas vous personnellement que vous mettez en danger, c'est tous les autres usagers de la nature. Donc, c'est un statut particulier qui implique des responsabilités particulières et des précautions particulières. Or, ce à quoi on assiste depuis des décennies, et notamment sous ce quinquennat, et je pense qu'il faut y réfléchir quand même, c'est une multiplicité de privilèges, voire de passe-droits qui sont accordés aux chasseurs, parce que c'est un lobby bien organisé, contrairement aux autres usagers de la nature. Et quand on réfléchit d'un point de vue démocratique et républicain, on se demande en vertu de quoi, au-delà du lobbying efficace qu'organise ce mouvement, qu'est-ce qui peut le justifier? Parce que quand on regarde le rapport de force, les chasseurs, je crois que la communauté des chasseurs est évaluée à peu près 1 million de pratiquants aujourd'hui. Les autres pratiquants de la pleine nature, quelle que soit la diversité des activités, du randonneur à l'alpiniste, au vététiste, etc., c'est entre 25 et 30 millions d'usagers, sans parler des familles qui vont juste faire leur petite promenade de temps en temps. Voilà, ça c'est magnifique. Les chasseurs, ils représentent qu'un million, nous on est 30 millions, donc on est censé avoir plus de droits que les autres. La démocratie, dans toute sa splendeur. Voilà pourquoi je voulais faire cette émission, voilà pourquoi je voulais diffuser cet extrait, etc. Vous avez la totale, là. Vous avez le package total. Des mecs totalement déconnectés. Des types dont c'est même pas le problème. Ils sont pas chasseurs, ils sont pas machin, rien du tout. Et qui, au nom de la majorité, nous sommes une majorité de personnes qui voulons faire chier les chasseurs, du coup, nous demandons à la commission des lois de créer un rapport pour faire chier les chasseurs. Voilà. Et puis, il te parle de lobby, de machin. Je le répète, hein, pendant cette commission-là, qui dure quand même 3 heures, vous avez 2 représentants de l'Apsos, je ne sais plus le nom de son association à la noix. Vous avez 2 représentants de Mountain Bike France. Et vous avez 2 représentants de l'équitation. Vous avez aucun représentant des chasseurs. Vous n'avez aucun. Il est où le lobby là? Où est-ce qu'il est le lobby là-dedans? Je sais pas si vraiment il y a un lobby absolument surpuissant, etc. Mais il serait là, les gars. Vous auriez la fédération de chasse à la grive et la fédération de chasse au sanglier et la fédération de je sais plus quoi. De chasse aux communistes. Non, pardon, ça c'est pour plus tard. Vous auriez ça? Mais non, ils sont pas là en fait, les gars. Donc il est où votre lobby? Par contre, c'est marrant. Bon, déjà il y a ça, Udiac, mieux vaut accuser le lobby de l'autre pour pas trop montrer son lobby à soi, c'est tout à fait ça. De toute façon, à partir du moment où tu essayes d'intervenir, toi, en tant que représentant d'association auprès du gouvernement, que ce soit directement l'exécutif ou là, ici, la commission des lois, tu fais du lobbying en fait. Ça s'appelle du lobbying. Voilà.
C'est tout, parce que je suppose que là tu vas aller manger avec un tel, etc. Tu veux faire passer tes expériences personnelles pour une généralité afin d'obtenir toi-même des privilèges, toi en tant qu'usager de la nature. C'est du lobbying. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est du lobbying en tout cas. À partir du moment où tu ne représentes pas que toi-même, mais tu essayes de représenter des gens qui adhèrent à ta vision et qui adhèrent financièrement en plus, et que tu participes au pouvoir pour faire valoir toi, ta vision des choses, c'est du lobby en fait. On en parle du lobby écologiste, parce que c'est la même came. Les mecs, c'est des minorités, et pourtant, ils font passer toutes les lois. Ils te font passer tout et n'importe quoi. C'est pas pareil, ça? Je sais pas. Je pose la question, hein. Oui, d'ailleurs, un stream élément me rappelle de vous dire non seulement de vous identifier, mais en plus de ça, pensez à nous suivre et encore mieux à vous abonner à la chaîne. Ça mettra un peu d'animation aussi. Voilà, c'est plutôt sympa. Bref. Donc ça, c'était son passage à lui. Ah oui, donc bon, j'avais noté, on les a vus. Donc les chasseurs sont les seuls à mettre en danger les autres usagers. Ça reste à prouver que ce soit les seuls. Je sais pas, il suffit de trouver un exemple de vététiste qui a bousculé une mamie. Direct, en fait, ce que tu dis n'a plus de valeur. Voilà, point barre. Donc le rapport de force, il parle bien d'un rapport de force, hein, d'ailleurs. Ça, c'est très intéressant. Il te parle de démocratie et de république, mais il te dit, le rapport de force quand même... Ah, rapport de force. Voilà. Déjà, en fait, tu es déjà dans un conflit. Tu es déjà dans une forme de conflit. C'est déjà une forme d'agression. Tu parles de rapport de force. Donc rapport de force d'1 million de chasseurs contre 30 millions d'usagers divers de la nature. Donc tu devrais avoir plus de droits que les chasseurs, hein, c'est la démocratie. Et donc après, il disait les politiques, comme quoi les politiques doivent peser le poids des lobbies. Voilà. Ok, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fous là? Parce que là, tu représentes toi-même un lobby. Bref. Salut Lost in Versailles. Le problème avec les terres nationalisées, c'est la source à ouin-ouin de ceux qui gueulent le plus, tout à fait. On ne devrait plus dire nationaliser, mais étatiser, c'est plus exact. C'est encore mieux. Collectiviser. Mais on va y venir, vous inquiétez pas. On va passer justement à Claude Roustan, parce que il est en face de ce type-là. Alors je vous épargne son ouin-ouin, parce que lui, il va vraiment ouin-ouin. Il va dire, oui, alors je me permets un témoignage personnel. Ok, déjà ça commence mal, témoignage personnel, on n'est plus dans les chiffres, dans les stats, déjà que bon, c'est un peu de la merde les stats, mais là on est directement en fait dans l'intime. C'est un biais confirmé, hein. Le témoignage ça vaut rien. Bref. Et donc il commence à vouloir expliquer son témoignage. Donc le mari de c'est comme l'histoire du mari de ma sœur, enfin non, pas... De la meilleure amie de ma sœur. Ah oui, non, mais c'est différent quand même. Tu vois, le mari de ta sœur et le mari de la meilleure amie de ta sœur, ça n'a rien à voir en fait. Parce que le mari de ta sœur, c'est ton beau-frère. Bon, je sais pas, tu vois. Bon, si c'était vraiment lui qui s'était fait tirer dessus. Bref. Et donc, il donne cette petite histoire là où il se fait tirer dessus et tout. Il va en donner une autre un peu plus tard où. Ils ont voulu passer un chemin de montagne, il y avait des 4x4 qui les gênaient alors qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, parce que la circulation des véhicules sont interdites. Et mais qui, il fallait qu'ils passent parce qu'ils se promènent, donc ils ont forcé. Mais pourquoi tu forces, connard? Il y a une action de chasse. T'appelles les flics à la limite, même si c'est ultra cuck et c'est en direct droite ligne de la délation traditionnelle française, mais au pire t'appelles les flics et tu leur dis voilà, il y a des 4x4 qui circulent là alors qu'ils n'ont pas le droit, etc. Faites quelque chose. Voilà, tu fais intervenir les flics et après t'y vas. Une fois que l'action de chasse est terminée, soit d'elle-même, soit par les flics, et puis basta, c'est réglé. Mais qu'est-ce que tu forces le chemin? Après, tu vas te plaindre que tu vas te prendre du 12 dans la tronche. Bah ouais, mec, je sais pas, sois logique un tout petit peu, quoi, tu vois.
C'est comme si tu avais des travaux. Tu vois, tu as des travaux en BTP, tu vois, hyper lourds et tout. Et puis toi, tu veux passer parce que tu as le chemin juste à côté, tu vois, ça te fait chier de faire tout le tour, etc. Donc tu veux passer, donc tu passes quand même. Et là, en fait, tu te prends un parpaing dans la gueule. Mais ouais, mais mec, en fait, on t'a prévenu, tu vois, enfin, t'as pas à rentrer là. Sois logique. Enfin, je sais pas si mon exemple est valable, mais bon, c'est le seul exemple qui m'est venu là, directement, instinctivement. Je sais pas, ça me semble normal en fait. Faut envoyer ces chasseurs en Sibérie, ça leur apprendra la vraie nature naturelle. Non, faut envoyer les randonneurs en Sibérie. Mais je dis ça alors que je suis moi-même, voilà, moi j'aime beaucoup marcher en forêt et tout, mais je fais attention où est-ce que je marche, c'est tout. Je fais attention où est-ce que je vais, si je vois qu'il y a une action de chasse, bah j'y vais pas, enfin, je sais pas, ça me semble logique en fait. Bref, on va passer sur ce personnage-là, on va passer sur Claude Roustan donc. Président de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique. Et comme monsieur, je suis aussi la chance d'être en maire rural depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Donc, la Fédération nationale de la pêche en France, c'est 1 500 000 adhérents en 2021, plus d'1 500 000 adhérents. C'est 4 500 associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et bien sûr, nous couvrons, puisque nous avons des missions régaliennes au titre de la protection des milieux, mais aussi du développement du loisir pêche et de l'éducation à l'environnement. Nous couvrons l'ensemble des départements, dont 2 départements ultramarins, l'île de la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, où nous avons des fédérations départementales. Alors la cohabitation avec les chasseurs, je voudrais d'abord dire une chose, par rapport à tout ce que j'ai entendu jusqu'à tout de suite. Le chasseur, et je ne partage pas tout à fait les propos de mon voisin, bien évidemment, pour ce qui concerne les relations et les rapports entre les pêcheurs et les chasseurs, il n'y a aucun problème, puisque comme beaucoup, il y a aussi des chasseurs et des pêcheurs qui pratiquent les 2 activités. Mais je voudrais quand même aussi dire que parmi les guides de haute montagne, il y a des chasseurs. Parmi les pratiquants de vélo, il y a des chasseurs. Parmi les pratiquants d'athlétisme, il y a des chasseurs. Parmi toutes les activités, il y a des chasseurs. Et la chasse est une activité qui concerne beaucoup plus de personnes que ce que vous le dites, hormis qu'il y a des gens qui chassent un peu plus souvent que d'autres, etc. Pour autant, moi, je suis assez défenseur d'une pratique et d'une activité rurale, comme la pêche, bien sûr, et je ne souhaiterais pas stigmatiser les chasseurs là-dessus. Bien sûr, la chasse doit être encadrée, doit être surveillée, mais là, il y a aussi dans les départements un besoin de police rurale qui n'existe pas aujourd'hui. Il faudrait que... Voilà, donc l'une de ses solutions à lui, c'est une police rurale. Alors de base déjà, dans la ruralité, t'as les gendarmes, mec. Donc en fait, tu veux plus de force de l'ordre. Voilà. Donc il faut qu'on crée des commissariats de police, du coup. Bah oui, il faut mettre des policiers et plus des gendarmes. Tu veux des policiers, donc. C'est du délire. Il commençait bien, si vous voulez. Mais là, maintenant, en fait, il veut une force de police dans le rural. Alors, j'ai envie de lui dire, t'inquiète pas, ça va arriver. Ça va arriver. Alors, ça sera pas pour les chasseurs. Ce sera pour les récalcitrants. À tout et n'importe quoi, bien entendu. Hein. Mais t'inquiète pas, les flics vont arriver. Il n'y aura pas seulement les gendarmes. D'accord ? D'ailleurs, en parlant de gendarmes, restez bien jusqu'à la fin du live. Enfin, pas jusqu'à la fin, hein. Je vais pas le mettre à tout à la fin, mais je vais justement passer un passage. Vous diffusez un passage du général, comment il s'appelle Je vais rien dire, je pourrais avoir des problèmes. Mince, j'ai pas le nom là, directement. Le général de Villeminé. Voilà, vous allez voir ce qu'il aura à dire. Parce que les gendarmes sont présents. Après, il y a une petite pause en fait, ils vont tous boire un petit champagne, et puis après ils reviennent, donc vous allez voir. Donc voilà, vous avez, comme dit Udiac, encadré, surveillé, voilà, grâce à la police rurale. Donc vous avez la police classique, vous avez la police de proximité, bientôt la police rurale. C'est n'importe quoi.
Mais il va dire des choses intéressantes. Messieurs, mesdames les sénateurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, qu'il y a un accent de porter aujourd'hui sur les effectifs de l'Office français de la biodiversité. On s'aperçoit aujourd'hui que cette fameuse police rurale que l'on nous promettait se trouve quand même extrêmement démunie dans les territoires. C'est un gros problème. Et donc, on laisse le soin de s'organiser d'une manière comme ça, en termes de rapport, par des chartes comme la charte gardoise. Moi, ce que je souhaiterais également qu'il y Bah justement, en fait, ce qui serait bien, c'est de laisser les gens s'organiser. Ça serait pas mal. Tu vois s'organiser au nom de la propriété privée. Ça semble farfelu comme ça, mais vous verrez. Ça marchera mieux, je pense. ait dans chaque département, alors sous l'égide d'un conseil départemental ou d'une structure, une conférence annuelle des pratiquants d'activités de pleine nature. Que tout le monde se mette autour d'une table à un moment donné, qu'ils puissent discuter, échanger et d'évaluer les problèmes. La nature, bien sûr, elle appartient à tout le monde d'une manière virtuelle, mais effectivement, le territoire n'appartient pas à tout le monde. Que ce soit les rivières, que ce soit les espaces pour pratiquer vos activités d'escalade, que ce soit les espaces pour pratiquer la chasse ou d'autres activités. La police rurale est un vrai problème aussi, ça a été dit tout à l'heure, par rapport à, quelquefois, on voit des 4x4, on voit des quads, etc., dans des endroits où ils ne devraient pas y être, et ça pose un problème. Donc voilà. Et la chasse, parmi ça, fait partie aussi, bien sûr, qu'on a tendance à penser que c'est beaucoup plus violent que d'autres activités parce qu'il y a un rapport avec l'arme à feu et quand il y a un accident, c'est souvent extrêmement violent et on peut les regretter, on regrette tout accident aussi minime qu'il soit. Et la chasse fait partie des activités rurales. Je crois que c'est extrêmement important de conserver l'ensemble des activités rurales à condition qu'on se mette tous autour d'une table dans chaque département, notamment dans les milieux ruraux, et que l'on voit ensemble les problèmes et comment on peut y faire face. Voilà ce que je voulais dire, si vous voulez, en préambule. En tout cas, je vous remercie, Madame la sénatrice, de cette réunion, qui me paraît extrêmement importante, au-delà du problème lui-même de la chasse, pour les activités de pleine nature en général. Et voilà, ce qui est intéressant avec Claude Roustan, c'est... Bon, outre le fait que de toute façon, il a le langage collectiviste, républicain, à la con, très classique, de la nature appartient à tout le monde. Non, je crois pas que ce soit ce passage-là qu'ils le disent. Non, c'est pas à ce passage-là. Je suis désolé. C'était... Alors par contre, ouais, j'ai pas les horaires directs. C'est bizarre parce qu'ils mettent 14h et quelques, machin. C'est chiant ça. C'est au bout d'1h09. 1h19. Donc ça a commencé à quelle heure ça Ouais. Est-ce que je vais l'avoir ici? Non, je vais pas l'avoir là. Ça m'énerve parce que normalement j'aurais voulu le mettre sur VLC. Je l'avais téléchargé, sauf que ça ne marche pas le partage d'écran avec VLC. Je vais essayer de le relancer. Ça sera plus simple pour choper les moments clés, on va dire. Alors, Oui. hop. En plus de ça, je crois que j'ai accéléré en plus, donc ça sera un peu mieux. Hop. C'est le live. Non, je l'ai pas dans les... C'est vraiment bizarre que ce soit avec photo ou avec VCL ou VLC, je sais jamais dans quel sens ça se prononce. J'ai pas la possibilité de le partager en écran, c'est vraiment bizarre. Peut-être avec le lecteur Windows Media. On va voir. Oui. Je vous laisse commenter, hein, bien sûr. Non, je l'ai toujours pas. Hein. C'est vraiment de la daube Windows, quoi. Alors, est-ce que si je fais une nouvelle capture d'écran, capture de fenêtre.
Ah si, ça marche. Ou pas. Attendez, on va fermer ça. Ah non, ça marche pas. Ça vous ouvre une barre noire. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est donc ça? Mais même Non, ça ne marche pas. Bon, bah écoutez. Ça on le supprime, tant pis. Ah, c'est improvisé ce live. Hein. C'est improvisé, mais je sais où je vais. Dans mon propos. Ça vous rassure, j'espère. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la suite, comme ça au moins. Vous aurez un audio qui passe en même temps. Alors, c'était Patrick Chaise. Donc, c'est le rapporteur, normalement, il me semble. Vous allez voir. C'est très intéressant, moi, je trouve. Merci à tous pour ces présentations qui sont déjà un peu rentrées dans le vif du sujet. Donc, on va peut-être pouvoir aller assez vite dans les questions plus précises. Alors, tout d'abord, je voudrais donc simplement réagir à certains propos, notamment pour dire que le rôle de la mission, c'est bien justement de faire un point objectif de ce qui est la sécurité à la chasse. Objectif. Sauf qu'en fait, il y en a plein, ils balancent leur témoignage à eux personnels. C'est objectif, ça? En quoi c'est objectif, du coup? Je sais pas, il aurait peut-être mieux valu de les rappeler à l'ordre, de leur dire, bon, bah écoutez, vos expériences personnelles, en fait, on s'en fout. C'est pas le sujet. Je sais pas, moi. Si tu veux vraiment être objectif. Sans être sous l'emprise de quelques lobbies que ce soit. Et pour vous donner une précision peut-être utile, c'est que ni ma présidente ni moi sommes chasseurs et impliqués dans la chasse. Donc, par contre, on est aussi dans les différentes fédérations que vous représentez, notamment dans le running, dans la promenade en montagne, la randonnée quelquefois. Donc, nous sommes au premier chef intéressés par ce sujet. Donc voilà, donc ils sont pas chasseurs. Par contre, ils appartiennent aussi aux autres fédés qui sont présentes. Donc encore une fois, il n'y a aucun chasseur. Il n'y a personne pour les représenter. Or, le sujet les concerne un tout petit peu quand même. Enfin, je sais pas. Il me semble. Hein. Ce n'est pas objectif, c'est l'objectif qu'ils veulent dire. C'est l'objectif d'emmerder les chasseurs, c'est ça. Je vais regarder un peu combien vous êtes. Il n'y a pas grand monde là. Faites la publicité un peu sur vos réseaux là, du live en cours. J'ai pas encore attaqué le sujet libertarien. Donc le point de vue libertarien. Il a encore le temps de faire venir des gens. Voilà. Alors c'est tout ce que j'avais relevé sur lui, parce que le reste c'est pas forcément intéressant. Alors, ouais, 15h32 à peu près. Il me semble que c'est. Effectivement. Par contre, un phénomène, et là, c'est un phénomène quand même qui prend forme et qui nous inquiète beaucoup, et là, on a des dépôts de plainte, c'est la pose de pièges. Alors, le monde de la moto l'a connu dans un passé où il y avait beaucoup de motards dans les bois et les forêts, vous savez, les fils tendus, les cordes, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a une recrudescence, mais je veux dire que là, ces gens-là, ils n'ont aucune limite, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, mais il y a une vraie volonté de nuire, mais au-delà de nuire, c'est de tuer les gens. J'ai encore eu un témoignage ce week-end, hein, puisque je ne sais pas comment les gens ont su, mais ça c'est sûr. on en a eu Et la pose de piège. Et je peux vous dire que là, c'est un phénomène qui monte. Alors, ce n'est pas à l'apanage des chasseurs, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Ça peut être... voilà.
On ne dit pas que c'est les chasseurs, mais la pose de piège, alors ça va du fil de fer, du fil barbelé qui est posé à une certaine hauteur. Hein. On a eu des blessures très graves. Il y a eu un cas en Alsace il n'y a pas trop longtemps où la personne est restée toute une nuit inanimée, un jeune, hein, et qui a rampé, et, enfin bref, quelque chose de très lourd et de très grave. La pose de pieu en réception de saut. Le gamin, vous savez, il saute et puis... et là, je ne vous parle pas de chemin ou de sentier interdit. Là, je vous parle sur des sites de pratique. Comme le disait monsieur, et on avait échangé tout à l'heure, on ne va pas faire la promotion de nos fédérations, mais on sait très bien que quand il y a souvent des problèmes, c'est des gens qui sont hors fédération. Parce que dans les fédérations, au sein des clubs, on fait de l'éducatif auprès des jeunes, on fait de l'éducatif auprès des adultes, on a des codes de bonne conduite, on a des sites. Quand on parle de convention avec les chasseurs et tout ça, directement, la fédération ne signe pas de convention directe, mais ces organes déconcentrés, au travers du travail des clubs et tout ça, de fait, on a des conventions, puisque lorsqu'on fait des sites identifiés avec des panneaux, etc., c'est fait en concertation. Donc, il y a bien une concertation de terrain, donc on peut appeler ça une convention. Les seules conventions qui existent à la fédération à ce jour, c'est une convention avec l'ONF, pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais là encore, c'est le flou artistique. D'abord parce qu'elle date de 2013, cette convention. Bon, bref, le reste, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est la pose de piège. Vous verrez plus tard, mais je pense que je vais pas vous le diffuser en fait. Ils ont relevé 20 pièges. C'était en combien de temps ? Ah merde, je l'ai pas marqué. Bon, au final, on le diffusera. 20 postes de pièges. Voilà. Ils ont relevé 20 postes de pièges. C'est combien les hectares de forêt ? Non, juste une question comme ça. C'est combien les hectares de forêt ? Qu'on se marre. Alors attendez. Je l'avais récupéré quelque part. Forêt domaniale. Hop. C'est 390 000 hectares. Ah non, ça c'est juste pour les propriétés royales. Attendez. Il est où le total ? C'est 1 800 000 hectares. 1300 forêts domaniales. Vous avez 20 postes de piège. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, qui vous dit que ce sont les chasseurs ? Je sais pas moi. Qui vous dit que ce sont les chasseurs ? On n'accuse pas sans preuve. Prouvez-le que ce sont les chasseurs. Posez des caméras, je ne sais pas, faites quelque chose. Mais oui, non, mais là je parlais des forêts domaniales. Après c'est un chiffre Wikipédia, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je sais pas s'il est vraiment à jour et tout, mais encore une fois, enfin, on parle des chasseurs, ils nous parlent de pièges, mais prouvez que ce sont des chasseurs qui posent les pièges. Prouvez-le. Et à la limite, si c'est eux, bah ouais, il faut faire quelque chose, quoi. Enfin, ok, pas de souci. Maintenant, je vais en venir à la propriété privée. Si c'est sur une propriété privée, le mec, il fait ce qu'il veut. Il te prévient, propriété privée, défense d'entrée. Tu rentres quand même, ton pied, il se prend dans un piège. C'est tant pis pour toi, en fait. T'avais pas à rentrer. Voilà. Bon, là, apparemment, il parle de domaine avec accès libre. Donc, on va lui donner le bénéfice du doute. On va croire que les 20 poses, ce sont dans les domaines dits publics. On va le croire. Mais encore une fois, il faut montrer que ce sont les chasseurs. C'est ça, Vlad. Mais par exemple, sur le fait... Parce que, en fait, j'avais déjà eu écho de ce genre de problème, notamment des fils tendus pour les motards en forêt. C'était pas les chasseurs. C'était des écologistes. Il faut pas tuer les animaux, mais par contre, tuer des humains, c'est pas un problème pour les écolos. Mais il s'agissait d'écologistes, en fait, qui tendaient des câbles dans les Landes. Voilà. Qui en avaient, c'était des riverains qui en avaient marre d'entendre les motocross dans la forêt continuellement, etc. Qui en avaient marre d'entendre ce bruit. Et du coup, ils avaient posé des câbles et tout à hauteur d'homme pour les faire tomber, voire pire. Mais c'était pas des chasseurs. Rien à voir avec des chasseurs.
Bref, on va continuer. Euh, Donc après c'est à 1h06. J'avais noté 1h06. Alors, je crois que ça va pas être dans très longtemps. Les suites sur ce sujet. Moi, je dirais, il y a quand même une chose importante à rappeler. Dans le droit français, il y a le respect de la propriété privée et je vais vous citer un exemple. Comme je le disais tout à l'heure, notre fédération organise à peu près 3500 à 3800 randonnées dans la campagne. Et donc souvent, un président de club va aller voir les propriétaires locaux en leur demandant, écoutez, voilà, on a une randonnée qui part de tel point et qui va à tel point. Est-ce que vous nous autoriseriez, le jour de notre randonnée, de prendre votre chemin pour aller rejoindre tel chemin et tout? Généralement, et ça se passe toujours très bien, il n'y a aucun problème. Le propriétaire donne son accord. Donc, pas de souci. Sauf que derrière, on a des outils aujourd'hui digitaux avec les Garmin, Strava, etc. pour faire nos pistes. Et du coup, les personnes qui viennent faire la randonnée se disent « Ah putain, la randonnée, elle est super, c'est génial, on a fait un super parcours, on est passé à tel endroit. » Et donc, ils transmettent la piste GPS à leurs copains. Les copains qui ne sont pas licenciés reprennent la même piste et ces gens-là vont traverser une propriété privée. Et là, le propriétaire, il vient voir le président du club en disant « Mais attendez, vous foutez de moi, je vous ai donné l'autorisation pour une journée, mais pas 2 jours. » Alors, ça va si ça se passe comme ça, mais le jour où le propriétaire est chasseur et chasse chez lui, là, le VTTiste, enfin le randonneur dit « Ouais, les chasseurs, ils ne sont pas tout permis, ils sont voilà. » Donc, il faut aussi remettre les choses. On va remettre l'église au milieu du village et je crois qu'il est important de rappeler la règle principale du respect de la propriété, du droit de propriété. Donc ça, c'était un point que je voulais souligner. Tout à l'heure, mon collègue de l'athlétisme parlait d'outils digitaux qui peuvent être mis à disposition. Effectivement, il y en a. Alors, au ministère des Sports, il y a un outil qui s'appelle Suricat, qui peut être intéressant lorsqu'on rencontre des difficultés en milieu naturel. Mais il existe, et je ne sais pas si Julien Rebuffet est avec nous en visio, il doit être présent, mais il y a un outil très intéressant qui a été mis en place par la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère sur la géolocalisation des chasses. Et je crois que alors faut rester un petit peu réservé par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont utiliser ces géolocalisations pour venir perturber le paysage de la chasse, mais je crois qu'il y a des choses intéressantes à mettre en place là-dessus, de façon à ce que le randonneur lambda qui veut aller se promener, à condition, et je répète, qu'il reste sur les chemins qui lui sont autorisés, puisse connaître à l'instant T où se trouve une battue. Voilà. Et le bon sens. Bref, je ne vais pas tout vous passer. Mais déjà, c'est bien qu'il parle de propriété malgré tout. Voilà. Même si effectivement il dit que c'est un continent inconnu en République, c'est quand même bien qu'il le rappelle. Voilà. Donc il y a ce personnage-là. Je sais plus, je me souviens plus de son nom. C'est celui qui arrive juste avant. C'est Nicolas Dubois. Voilà, Nicolas Dubois. Je sais plus de quelle fédération il est. Bref, c'est pas important. C'est quand même bien qu'il en parle, un minimum. Déjà. Hein, respecter la propriété privée, ça sera déjà pas mal. Mais par contre, c'est marrant ce qu'il dit après, tu vois, c'est géolocaliser les chasses. Alors, avec une réserve et tout, mais malgré tout, il fait quand même la proposition. Donc c'est bien, géolocaliser les chasses. Ok, vous allez voir tous les antispécistes, tous les anti-chasses, scruter ces outils de géolocalisation, débarquer et faire chier les chasseurs. Ils vont les emmerder. Ça a déjà lieu, hein. Il y a plein d'endroits, il y a eu plein de témoignages avec des écolos qui arrivent et qui font chier les chiens, etc. Qui perturbent vraiment la chasse. Et non seulement ça fait chier les chasseurs, mais en plus c'est dangereux pour eux, quoi, les gars. À un moment donné, vous arrivez sur un terrain d'action de chasse.
Mais mec, tu vas te prendre du plomb dans les fesses, hein. Réagis. Réagis, en fait. Mais bon. Et oui, effectivement, ouais, digitaux. Bah, ça, c'est un boomer en même temps. Hein. Digitaux. Voilà. Des outils à doigts. On va doigter. Les chasseurs vont doigter. Voilà. Ben, en fait, ça serait un outil sympa, tu vois. Le problème après, c'est qu'effectivement, ils vont se faire emmerder, les chasseurs. Tu peux en être sûr et certain. L'outil justement digital va être détourné par eux. Il va être totalement détourné par les écolos, les extrémistes antispécistes, etc. pour faire chier les chasseurs. Après, effectivement, ça serait intéressant. Moi, personnellement, ça m'intéresserait. Comme ça, moi, je sais exactement où est-ce que je peux aller, etc. Pas de souci. Après, vous allez voir, il y a un petit site qui existe. Et tu sais, en fait, s'il y a une potentielle chasse ou pas. Ça existe déjà. Même si c'est pas en direct, machin, etc. T'as pas forcément, oui, effectivement, il y a une action de chasse en cours. Ok. Mais tu sais au moins que effectivement il y a un potentiel de chasse à cet endroit-là. C'est l'outil de l'ONF. Je vais vous le montrer maintenant, comme ça au moins c'est fait. Je sais plus où est-ce qu'il est. Ah, il est sur mes autres onglets, quoi. Tac. Alors. Capture de fenêtre. Voilà. Je vous ai donné un exemple, c'est de la forêt domaniale autour de Sanguinet, donc dans les Landes. Et donc là, vous voyez lots 1 et 2, les samedis, dimanches et jours fériés. Voilà. C'est déjà marqué, en fait, les jours de chasse. Donc tu le sais qu'il va y avoir de la chasse à cet endroit-là. Donc tu n'y vas pas. C'est tout. Et pour connaître un peu, il y a plein d'endroits où tu peux aller pour faire tes petites balades et tout, pas de soucis. Hein. Après, il y a les randonneurs, ça c'est encore autre chose. Mais j'entends beaucoup en fait cet exemple-là de la petite famille qui veut se balader le week-end, etc. Bah ouais, mais t'as plein d'endroits où tu peux te balader. Il y a des parcs gigantesques partout maintenant. Enfin, à un moment donné, arrête de faire chier, quoi, putain de citadin. Désolé, hein, pour les citadins, mais bon, sans blague, quoi. Je suis campagnard. J'ai toujours vécu à la campagne, j'ai toujours vécu dans les champs, la forêt, etc. On n'a jamais eu d'emmerde avec les chasseurs. Jamais. Un vrai campagnard, il sait quand est-ce qu'il faut pas y aller, il sait quand il peut y aller, il sait qu'il entend que s'il entend plein de grelots, plein de petites cloches, faut pas y aller. Il sait que s'il voit des voitures tout le long de la route, bah faut pas y aller non plus. Enfin, je sais pas. Mais le citadin n'a aucun instinct de survie. En même temps, il est tellement chouchouté, dorloté par les services de sa ville qu'une fois en dehors, il est paumé, tu vois. Il est totalement paumé. C'est un poussin de 3 jours, quoi. La moindre des choses pour une rando dans une zone de chasse, être visible, courtois, vérifier la période. Bah, c'est ça. Après, tu verras qu'il y a justement le président de Mountain Bike France l'a dit, en fait, que bah, par rapport... Parce qu'après, ils vont aborder le sujet d'interdire, de dire, en fait, il y a des jours où il n'y a pas de chasse. Voilà, ça c'est le truc là qui a lieu, qu'on entend souvent là en ce moment. Par exemple, le dimanche, interdire la chasse. Et le mec, il disait ouais, d'accord, mais si le samedi il pleut, par exemple, ou et que c'est le jour sans chasse. Mais les gens ils peuvent pas se promener, tu vois, il pleut et tout, c'est compliqué avec des gosses et tout. Ou une météo vraiment très difficile. Du coup, en fait, la seule possibilité, c'est de le faire le lendemain. Ouais, mais sauf que le lendemain, il y a chasse. Et réciproquement pour les chasseurs. Donc comment on fait ? On peut pas donner des dates arbitraires comme ça. Et encore une fois, ça a déjà lieu, en fait. Il y a déjà des forêts où tu as des jours bien précis où tu peux chasser, d'autres jours où tu n'as pas le droit de chasser.
Ça a déjà lieu, en fait. Ça existe déjà. Donc, si ça continue comme ça, ils finiront par faire des chasses sauvages, du braconnage, et ce sera pire, mais les cloportes de la République l'auront cherché. C'est ça, c'est tout le problème. C'est à chaque fois le problème de la prohibition. Hein. À partir du moment où l'État prohibe quelque chose, c'est marché noir et c'est de la dégueulasserie. Voilà. Bref, on va avancer, hein, parce qu'on va pas faire un live non plus qui s'éternise trop. On va remettre ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, monsieur exemple personnel, parce que j'avais plus son nom. Monsieur exemple personnel, donc. On va y arriver. Moi, je peux vous citer aussi un exemple personnel où je suis allé grimper sur une falaise du Vercors et où on s'est retrouvé avec des impacts de balles, enfin des gens qui nous tiraient dessus alors qu'on était en train de grimper sur la falaise. Mais pas pour nous tuer, pour nous faire partir. Bon, j'en espérais juste qu'ils savent à peu près tirer en dehors de nous. Monsieur exemple personnel. Voilà. Le mec, il a passé toute la commission sur des exemples personnels. À part ça, la commission doit être objective. Ah. Et deuxièmement, encore une fois, qui te dit que c'était des chasseurs? C'était peut-être des gitans. Des gitans qui te tirent dessus pour te faire chier. Non, parce que ça nous est arrivé. Voilà. C'était pas des chasseurs. Donc, encore une fois, prouve-nous que ce sont bel et bien des chasseurs. Parce que là, en fait, ça ne vaut rien. On pourrait te dire c'est de la diffamation. Et ça, c'est de la commission. Hein. Ça, c'est de la commission parlementaire. Hein. Attention. Hein. C'est ça, Tiak. Je suis d'accord avec tes deux derniers messages. Bref, je vais pas vous diffuser tous les extraits avec monsieur exemple. Juste pour vous dire qu'il va reparler des droits fondamentaux du citoyen. Ah, forcément, il fallait qu'on aborde les droits fondamentaux du citoyen, qui sont la sécurité et le droit d'aller et venir sur l'espace public. Voilà. Ok. Mais non, en fait. Ce ne sont pas des droits fondamentaux. Désolé. Les seuls droits fondamentaux qui existent réellement, c'est la propriété privée. Et c'est tout. Le reste, c'est du droit positif, en fait. Et donc, on s'en branle. Voilà. Le droit à la sécurité. D'accord. Est-ce que les chasseurs, ils peuvent chasser en toute sécurité, sans avoir des randonneurs qui bougent leur cul devant le canon de leur fusil? Ça serait possible, ça? Je sais pas, moi. Est-ce que ce serait possible pour les chasseurs qui font une battue de ne pas avoir des véhicules qui roulent à 110 à l'heure sur une départementale à leur approche et ne ralentissent pas, les mettant en danger? Est-ce qu'ils peuvent chasser en sécurité eux aussi? Parce que si on va par là, les chasseurs aussi ont des droits fondamentaux, non? Il me semble, hein. Le droit d'aller et venir sur l'espace public, ok, pas de souci. Mais là, on va, ça va être en lien un peu avec l'immigration. Hein. Vous pouvez prendre en fait la même argumentation que je vais avoir pour l'immigration, c'est la même chose. L'espace public n'existe pas. Nous sommes tous propriétaires de cet espace public, et donc si quelqu'un veut accéder à cet espace public, il faudrait que 100% des gens qui possèdent cet espace public soient d'accord. D'où le problème des communs. Il n'y a pas de commun. C'est de la daube. Point. Ça n'a pas de sens. Parce que l'espace public, je suis désolé, mais les chasseurs aussi, du coup, ont le droit d'accès à l'espace public. Donc on fait quoi? Conflit. C'est là où je veux en venir petit à petit. Même si je sais très bien que ceux qui sont présents là sur le live sont au courant de ces sujets. Mais c'est là où je veux en venir petit à petit.
sur le problème du collectivisme, du commun, etc., etc. Et c'est un problème fondamental pour la chasse. C'est que la chasse pourrait être totalement réglée, tous les problèmes de la chasse pourraient être réglés si on règle le problème des communs. Point. Malheureusement, vous ne pouvez pas le régler avec l'État. Ce n'est pas possible. Mais on va voir ça. On approche petit à petit de la conclusion. Pour lui, pour Monsieur Exemple, une solution ne passe pas par les chartes, la solution passe par la loi. Parce qu'il ne croit pas aux chartes, parce que les chartes, c'est des bonnes intentions, etc. Mais si elles ne sont pas coercitives, ça ne vaut rien. Bon, je suis d'accord avec lui, les chartes, c'est de la merde. Hein. Chacun fait mine de signer, oui, je suis d'accord, les petits oiseaux, d'accord. Et les petits poissons. Mais en vérité, tout le monde s'en bat les couilles des chartes. Les promesses ne tiennent qu'à ceux qui y croient. Comme dirait Pécresse. Ah non, Chirac, désolé. Donc effectivement, les chartes, ok. Mais du coup, en fait, les solutions passent par la loi. Donc il veut légiférer sur la chasse. Sur la chasse, parce qu'on revient au début de son propos, quand il s'est présenté, il parlait du rapport de force, et que nous étions en démocratie et en république. Que les chasseurs ne représentaient rien au final. Que c'était un lobby surpuissant, une caste de privilégiés, mais qui ne représentait personne. Et que eux, lui, sa petite fédération, représente beaucoup plus de gens. Donc il est légitime pour légiférer contre les chasseurs. Contre les droits fondamentaux des chasseurs, qui sont la propriété privée. Parce que ce monsieur-là, je suis sûr qu'il serait à 300% pour voter une loi que va proposer le gendarme plus tard dans la commission. Il sera à 100% pour ça. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, la démocratie, c'est la tyrannie des uns contre les autres. La démocratie, c'est le conflit permanent. Il n'y a pas de conversation respectueuse, de machin, etc. Oui, tu peux faire ton lèche-cul devant l'autre pendant une commission, par exemple. Mais bon, apparemment, il n'y a pas de chasseur dans cette commission, donc le respect, on ne sait pas où est-ce qu'il est. C'est très facile de respecter les gens qui pensent comme toi, en fait. Pas de problème. Mais respecter les chasseurs, ça serait possible. Ah bah non, il y a conflit. Il y a conflit dans l'usage, justement, de cet espace public. Parce que c'est un commun. Parce que c'est un espace public. Bref, on va avancer. Parce que là, je suis en train de spoiler ma conclusion. Donc, il y a monsieur Rostand, donc, de la Fédé de la pêche, qui rappelle que les forêts sont privées à 75%. Alors moi, j'avais eu des chiffres comme quoi c'était à 80%. Bon, après, 75-80%, vous me direz, il n'y a pas énormément de différence, mais quand même. 80%, c'est un peu plus costaud, quoi. Hein, donc 75 à 80% du domaine forestier français est privé. Déjà. Donc, déjà en tant que promeneur et en tant que randonneur, t'as rien à y faire. Ou tu demandes au propriétaire si tu peux passer. Point. Donc après, il s'agit d'espace public, encore une fois, du problème des communs. Oui, à 1h34, bon, je vais vous le passer, tout ça, c'est pas forcément intéressant. À 1h34, il y a une sénatrice qui parle de volonté d'uniformiser. Donc, uniformiser, en fait, l'accès à la forêt, l'accès à la nature, pour atteindre un véritable, c'est ces mots, hein, un véritable vivre ensemble dans la nature. Voilà. Gaïa, je fais des câlins aux écorces d'arbres et tout ça. Enfin, c'est affolant. La nana s'affolait sur les pièges d'ailleurs. Hein. Et c'est là où il y a cette information de 20 postes de pièges. Bref, enfin, du n'importe quoi. C'est du délire complet cette commission. Et encore là, c'est juste la partie avec monsieur et madame tout le monde, boomer, non boomer, qui balance ses témoignages personnels et qui essaie de faire valoir son propre lobby. Voilà.
Donc voilà, donc ça c'était la partie principale. La démocratie devient une agoracratie. Oui, on peut dire ça. Après, peu importe comment on l'appelle, comment il devient, ça reste de la merde. T'avais entendu jusqu'à 85%. Putain, 85%. Ça devrait s'appeler espace neutre de circulation. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer ton propos, Iliac? Après, si ça t'intéresse, tu peux venir en vocal aussi. Hein. Si ça t'intéresse, je te force pas. Si ça se trouve, ça marchera pas. Ah, il y a toujours personne là. Ah, les autres, commentez un peu. Qu'est-ce que vous en pensez un peu pour l'instant? Pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez de cette commission? Est-elle réellement intéressante? mais moi, je trouve ça intéressant de vous montrer en fait comment ça se passe dans une commission des lois. Voilà, c'est ça une commission des lois. Parce que c'est pas la première que je regarde et ça se passe tout le temps de la même façon. Donc après, vous avez les sénateurs qui posent des questions aux gens, etc. Mais c'est-à-dire neutre. Je comprends pas en fait. C'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, l'État ne légifère pas sur ces espaces-là? À considérer que l'État reste, bien entendu. Parce que si l'État n'est plus, c'est de la propriété privée. Ah, moi, ça me fait penser aux chiottes commission. Bah, si tu peux détailler un peu ton idée de neutralité, ça serait intéressant. Bref, on va passer à une vidéo YouTube qu'on m'a envoyée avec justement le gendarme. Peut-être que... Non, au début, je vais vous passer d'abord ce qu'il dit en premier lieu. Parce que c'est extrêmement intéressant. Aussi. D'une autre façon, sur d'autres sujets. Mais c'est extrêmement intéressant, c'est voire même très flippant. Enfin, moi, maintenant, ça me fait flipper, ce genre de propos. Donc, on va le reprendre. Il est là. J'espère que vous êtes prêts. Prie d'accepter les excuses du général Rodriguez, qui m'a demandé de le représenter pour cette audition, à laquelle je me plie avec grand plaisir et un sens du devoir, puisque le devoir m'y convie bien évidemment. Mais au-delà de tout ça, bien sûr, la volonté de vous apporter toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur la pratique de la chasse, qui, comme on le sait, est à la confluence de beaucoup de nos comportements collectifs et individuels. Sans peut-être plus tarder, je voudrais revenir quelques instants sur le sens de la mission de la gendarmerie d'une manière générale pour rejoindre le sujet de cet après-midi. Et quelques mots pour nous rappeler que la gendarmerie, au titre de la loi d'août 2009, est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois. C'est le socle, c'est l'essence même de l'institution. Et elle est notamment chargée d'assurer, au-delà de veiller à l'exécution des lois, d'assurer sécurité et tranquillité publique. Voici quelques extraits de la législation et je voudrais traduire également ces obligations légales par un objectif général qui est que nous devons vous garantir, et par votre intermédiaire garantir à nos concitoyens, qu'ils ont un accès à la sécurité équivalent, quel qu'il soit, à quelque moment que ce soit, ou quel que soit l'endroit où ils ont besoin de cette sécurité.
À l'inverse, bien sûr, en contrepartie, chacun a la même exigence dans le respect de la loi et des règlements. Ce qui nous pose un véritable défi, puisque la gendarmerie, comme vous le savez, est compétente sur 96% de notre très vaste et très varié territoire, que ce soit en métropole ou outre-mer. Alors donc, ces obligations, cet objectif, ce défi nous impose bien évidemment un mode d'organisation qui vous garantisse que nous atteignons les objectifs qui nous sont fixés. Vous connaissez notre organisation, je ne vais pas la décliner, mais elle veille à garantir le même accès à la sécurité à nos concitoyens, mais également aux nombreux étrangers que nous accueillons grâce à notre attractivité touristique. Cette organisation elle est également animée par une stratégie. Cette stratégie, portée par le général Rodriguez, se décline en un acronyme, GEND 2024, et un slogan, par le gendarme, pour la population, et repose sur 4 fonctions opérationnelles essentielles. La première est la fonction de contact. Derrière ce contact, on entend bien évidemment connaître la population, connaître, tenir et maîtriser le terrain, les terrains ou les territoires. Deuxième pilier opérationnel, la capacité à prévenir, la prévention, qui découle de la connaissance. Troisième pilier, quand la connaissance et la prévention n'ont pas permis de l'éviter, c'est le pilier d'intervention. On réagit. Et enfin, quand on constate une infraction à la loi, dont nous sommes chargés de veiller à l'exécution, nous procédons, nous activons le 4e pilier, qui est le pilier de l'investigation. Et je crois qu'en ayant brossé ce schéma général de notre activité, on peut désormais converger vers le sujet du jour, qui est le sujet de la chasse. Ce sujet, je crois, mais voire au-delà, c'est une métaphore bien évidemment, avec cette particularité, vous le savez évidemment mieux que moi, puisque vous avez souhaité conduire ces échanges écrits qu'on vous doit pour la fin du mois, et on sera à votre disposition pour répondre à tout. Dispose de données sur les incidents de chasse, noirs des incidents de chasse, que vous pourriez nous communiquer. Sont-ils en augmentation, selon vous? On va déjà faire une pause ici. Je ne sais pas si vous avez entendu. Est-ce que vous avez vraiment repéré, en fait, le point vraiment dérangeant sur les fameux piliers? Il n'y a rien qui vous dérange? Contrôler et maîtriser le territoire. La gendarmerie est une armée d'occupation. Contrôler, connaître, contrôler et maîtriser le territoire. Je trouve que ce moment est fabuleux. Il dit tout. Il dit absolument tout. Ils sont pas là pour votre sécurité. Intervenir en cas d'infraction. Ils ne sont pas là pour votre sécurité. Ils ne sont jamais là pour votre sécurité. Ça, il faut bien le comprendre. Il me semblait que ce passage était extrêmement important et extrêmement intéressant. Et bon, là, on va revenir vraiment au gratin, au sujet de ce soir. Il est temps, hein. Avec une vidéo YouTube donc, qui a déjà été faite donc le 19. Je sais pas quand est-ce qu'on est. C'était aujourd'hui. Qui a été faite aujourd'hui avec un petit montage. Et comme ça, au moins, vous comprendrez vraiment le problème de la position de ce gendarme. Vous allez voir. Une question peut-être plus concrète au sujet qui nous intéresse, c'est que est-ce que aujourd'hui, vous seriez susceptible de nous
présenter des préconisations pour améliorer justement la sécurité à la chasse. Ça peut être, quel rôle la gendarmerie pourrait jouer sur ce point-là? Pour ce qui est des éventuelles évolutions, nous avons proposé au ministère de l'Intérieur, et donc je profite de l'occasion pour relayer cette proposition, d'aligner le régime auquel sont soumis les armes de catégorie C, à laquelle appartiennent la majorité des armes de chasse, ou la quasi-totalité des armes de chasse, sur le régime des catégories B. Pour le dire autrement, aujourd'hui, parmi les conditions permettant d'exercer la chasse et de détenir une arme de chasse, il faut déclarer par l'intermédiaire de l'armurier, etc. Nous avons proposé de passer au régime de l'autorisation, qui est un petit peu plus restrictif, plus exigeant, parce que parfois aussi les gendarmes sont victimes de ces armes, mais pas que. Notre mission, c'est de veiller à la protection de la population. Et nous avons le souci légitime de protéger cette population et accessoirement aussi d'apporter un regain de protection aux gendarmes dont vous savez qu'ils sont exposés, comme les policiers d'ailleurs, au classique retournement de l'arme contre celui qui incarne l'ordre, quelle que soit la couleur de l'uniforme d'ailleurs. Gendarme, policier, mais tout type d'uniforme également. Donc nous avons proposé au ministère cette évolution, qui ne vise pas les chasseurs, Parce que parmi les chiffres que vous avez, je me permets juste peut-être de les repréciser. Plus de 5 millions d'armes en circulation légale, détenues par environ 3 millions de personnes, dont seulement 1 million de chasseurs, 1,1 million de chasseurs. Donc la mesure que nous proposons, elle ne vise pas les chasseurs. Elle vise tout simplement à mieux encadrer l'acquisition et la détention d'armes. Et quel est le frein, justement, à cette évolution? Je ne sais pas quel est le frein, je constate que ce n'est pas encore le cas. Voilà. Alors sur la vidéo, directement, le mec a mis des petites interrogations, des petites remarques très à propos. Pas besoin de les faire du coup après, mais je vais les répéter. Donc passage de catégorie C à catégorie B. Donc l'arme ne vous appartient pas vraiment. Elle appartient toujours à l'État. Elle est sous autorisation. Il dit que c'est pas contre les chasseurs, mais si, parce qu'en fait, les chasseurs vont devoir demander une autorisation pour leurs armes. Mais comme il est dit dans la vidéo, les tireurs sportifs aussi. Tous les gens qui possèdent des armes légalement vont être sous cette contrainte d'autorisation. Puisque toute la catégorie C va se transformer en catégorie B. Du coup, la catégorie D, elle passe en catégorie C. Catégorie D, c'est toutes les armes que vous pouvez acheter en vente libre, sous condition que vous soyez majeur. Donc c'est par exemple les armes de collection, à poudre noire, etc. Elles vont passer en catégorie C alors? C'est extrêmement grave. Hein. Et là, pendant la commission, vous n'avez vu aucun, je dis bien aucun, chasseur. La fédération de tir, elle n'est pas là non plus. De toute façon, j'avais vu une vidéo d'un tireur et collectionneur qui justement se plaignait en disant que de toute façon, ils font jamais leur travail, ils sont là juste pour donner des informations sur les compétitions en cours et point barre. Ils sont pas là pour protéger les tireurs. Donc, mais le gendarme parle de voilà, il y a un retournement de l'arme contre l'uniforme, etc. C'est le chasseur, ça? C'est le chasseur ou c'est les caïds de cité qui possèdent des armes illégalement? Eux, ils s'en foutent hein, que ton arme, elle soit en catégorie B. Ils en ont rien à faire. Hein. Parce que de toute façon, leurs armes, ils l'ont sur le marché noir. Ils s'en foutent. Donc c'est fait pourquoi, ça?
cette loi-là? Bah pour rien. Ça va juste servir à emmerder les chasseurs, à emmerder les tireurs sportifs. Alors déjà que c'est très dur pour eux, je voulais m'inscrire à un club de tir là, pas loin. Et malheureusement, c'est trop contraignant, quoi. Le masque, le ceci, le cela, et c'est bon. Moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de passer mon temps à montrer un pass ou je sais pas quoi. Et c'est bon. En plus, avec toutes les réglementations et tout, ça devient casse-couille. Donc voilà. Parce que moi, la chasse, ça m'intéresse pas de chasser, effectivement. Donc, la licence de tir pourrait m'intéresser. Même si ça m'énerve, en fait, de devoir passer une licence pour pouvoir posséder une arme et pouvoir tirer avec. Tirer sur cible et tout. Je trouve ça intéressant et amusant. Mais voilà, ça devient tellement la foire, en fait, tellement le bordel pour pouvoir accéder à ces clubs, aux licences, etc. Et maintenant, ils veulent passer la catégorie C en catégorie B. Et ça ne servira à rien, parce que les gars qui tirent sur les flics, sur les pompiers, sur le SAMU, etc., ils n'ont pas leurs armes de façon légale. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà. C'était juste pour aborder ce point-là aussi, qui est extrêmement important. Donc ça concerne pas directement Enfin, c'est pas directement soi-disant la chasse, mais c'est quand même pendant la commission de la sécurité à la chasse. Donc à un moment donné, en fait, te fous pas de notre gueule. Ça concerne la chasse, en fait. Donc voilà. Donc maintenant, on va aborder la conclusion de cette émission. Je sais pas qui c'est qui reste du coup. Ben, il reste plus grand monde. En conclusion, cette commission ne sert à rien. Cette commission, c'est le cirque démocratique. Chacun veut tirer la couverture vers soi, vers ses petits amis, vers ses petits adhérents, etc. Cette commission qui concerne pourtant les chasseurs, n'a aucun chasseur. Aucun chasseur n'est présent pour les représenter. Aucune fédération. Ni même la fédération de tir, puisque là, apparemment, il y a une loi contre les armes de catégorie C, pour les passer en B. C'est un étalage de témoignages personnels. C'est un étalage d'exemples où on n'a même pas réellement la preuve que ce sont des chasseurs qui ont par exemple posé des pièges, tiré sur le type là qui parlait de l'association Apsos. Je crois que c'était Apsos, lui. Je ne sais plus. Donc on n'a même pas la preuve que c'était bien des chasseurs qui avaient tiré sur lui, qui ont tiré sur le mari de sa sœur. Ah mais non, le mari de la meilleure amie de ma sœur, pardon, c'est vrai. Donc c'est un étalage de lieux-dits, un étalage de témoignages à la con. Il n'y a rien du tout. Comme le dit si bien Monsieur Exemple, on est dans un rapport de force. Ceux qui représentent 30 millions d'usagers de la nature fantasmée, contre 1 million de chasseurs, qui pourtant, soi-disant, représentent un lobby surpuissant. Ah bon. Et comme je le disais en tout début de live, on parle du lobby des écologistes. Parce que eux, pour forcer la main à l'État, pour nous pondre des lois contraignantes, ils sont forts aussi. Ah mais non, là c'est pas dérangeant parce qu'ils protègent Mère Nature. Cette nature fantasmée. Donc aucun problème. Par contre, quand ça concerne les chasseurs, les méchants chasseurs qui tuent, qui sont dangereux, alors là par contre, attention. Alors bien entendu, loin de moi de dire que tous les chasseurs sont des saints, que tous les chasseurs sont honnêtes, etc. Loin de moi l'idée aussi de dire l'inverse, que tous les chasseurs sont méchants, sont cruels, aiment faire du mal aux animaux, etc. Enfin, tous les délires qu'il y a autour des chasseurs. Ce n'est pas le propos, en fait. C'est juste pas le propos. Si un homme,
un individu tue un autre individu, que ce soit par accident ou volontairement, il en est responsable. Point. S'il sortait en légitime défense, c'est autre chose. Si la personne est prévenue de ne pas rentrer sur le terrain, s'il est privé, c'est autre chose. Là où je veux en venir avec cette émission, c'est pour vous dire que cela concerne la chasse, que cela concerne au contraire les autres usagers. Alors déjà, usagers de la nature, je déteste ce terme, ça ne veut rien dire. Mais que cela concerne la chasse, que cela concerne les randonneurs, les vététistes, les cavaliers, peu importe qui. Que cela concerne l'écologie, des gens qui veulent sauvegarder telle ou telle espèce dans tel lieu, etc. Tous ces gens-là, il va falloir un jour qu'ils comprennent que la seule façon d'arriver à respecter chacun ses usages, c'est d'en faire une propriété privée totale. D'en finir totalement avec cette idée d'espace public. L'espace public amène au conflit. Toujours. Parce que chacun a une vision différente de l'usage de sa propriété. Chacun a des besoins et des envies différents. Comment on fait pour concilier des besoins infinis ? La terre, la forêt, la montagne, ce sont des biens rivaux. Et la seule façon de résoudre les conflits sur des biens rivaux, c'est la propriété privée. Et encore une fois, on le rappelle, donc les chiffres apparemment sont pas... on n'est pas tous d'accord sur les chiffres, mais c'est entre 75, 80, 85% du territoire français est privé. Donc il faut peut-être un tout petit peu pousser la limite et arriver à du 100%. Et à faire respecter pleinement la propriété privée. Les chasseurs qui veulent chasser chassent sur leur propriété ou sur la propriété des autres ou une propriété commune achetée avec la fédération. Et puis les randonneurs, et puis ils passent par de la propriété privée aussi. C'est aussi simple que ça. Chacun a sa place. Et si vraiment tu veux passer à un endroit qui appartient à notre propriétaire mais qui n'est pas randonneur, bah, ça se fait déjà. Et il faut le faire plus souvent. Demande l'accord. Demande l'accord pour passer sur cette propriété, nom de Dieu. Et encore une fois, pour les communs, pour l'espace public, il faut en finir. Il faut privatiser. C'est la seule façon de faire pour régler les conflits. C'est la seule et unique façon de faire. Après, il y a les biais idéologiques. Il y a les gens qui veulent absolument utiliser l'outil démocratique, utiliser la République, utiliser la loi pour faire valoir, eux, leurs propres privilèges. Ce qu'ils veulent faire passer comme privilèges. Parce qu'aujourd'hui, ils parlent des privilèges des chasseurs, mais une fois que les chasseurs auront quasiment disparu, ils deviendront des braconniers, hein. Faut pas se leurrer. Et là, la maltraitance animale, etc., le non-respect de la sécurité, ça va y aller, hein. Une fois qu'ils seront braconniers. Pas de souci, hein. Mais une fois qu'ils n'auront plus rien, bah, ces chasseurs vont faire l'inverse, en fait. Ils vont faire pression pour accéder à des privilèges. Ils vont faire la même chose. Et donc on ne sortira jamais de ce cercle vicieux de conflit. La démocratie, c'est le conflit permanent. C'est pas le respect cuit des petits oiseaux, c'est pas ça. Et après, pour aborder le sujet de l'écologie, bah, la propriété privée, il y a plusieurs études qui le montrent.
La propriété privée, par exemple des réserves privées, sont les lieux les plus à même à protéger, à sauvegarder, à conserver des espèces animales en voie de disparition, par exemple, par la propriété privée. C'est prouvé, c'est montré. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir avec cette émission. Alors bien entendu, je ne parle pas du droit au port d'armes, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Même si effectivement, en fait, tout le monde devrait avoir l'autorisation de porter des ports d'armes. Enfin, même pas l'autorisation, en fait. Hein, c'est juste que l'État ne se mêle pas de ça. C'est pas son problème. Malheureusement, bon, bah, c'est pas le cas. Hein, voilà. Ça sera un sujet qu'on abordera plus tard. Je l'espère avec des gens qui connaissent très très bien le sujet et qui tiennent une association qui milite là-dessus. Donc j'espère qu'un jour on pourra faire cette émission. Normalement c'est prévu, c'est dans les bacs. Donc voilà, mais moi je voulais vraiment m'axer ce soir sur la propriété privée. Sur le fait que seule la propriété privée peut éviter ce genre de délire. Ce genre de délire-là avec une commission avec des boomers qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Voilà. C'est la seule manière d'éviter ça. C'est la seule manière de respecter les envies de chacun aussi, hein, soit dit au passant. C'est le seul moyen en même temps, parce que moi je peux comprendre les randonneurs qui n'ont pas envie d'être tirés, c'est normal. Mais encore une fois, tu vas pas dans des lieux où il y a des chasseurs. Point. Et la propriété privée te permettra d'avoir accès à des terrains où le propriétaire est d'accord pour laisser passer des randonneurs, des vététistes, des cavaliers, et pas de chasseurs. Et il y en a plein, des terrains, des forêts, des bouts de forêt, etc., des propriétés privées, où il y a marqué chasse interdite. Ça existe. Il y a déjà des propriétaires qui veulent pas de chasseurs parce qu'ils veulent pas des douilles partout, parce qu'ils veulent pas machin. Enfin, voilà, c'est sa propriété, il fait ce qu'il veut en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé.